Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Valérie Pécresse, Madame la députée européenne, ancienne présidente de la Commission des Transports, chère Karima Delli, Monsieur le Président, je crois que Jean-Sébastien Barrot va nous rejoindre. Je vois aussi dans la salle beaucoup d'élus, de visages familiers du secteur des transports. Et puis je salue, il nous a quittés, je l'ai écouté attentivement, le ministre Tabarot, qui est très engagé dans le secteur et auprès de votre profession en particulier. Alors je vous rassure, j'avais prévu de dire beaucoup de bien, non seulement de la FNTV, mais du secteur des transports, et pas seulement du transport de voyageurs, tout particulièrement ce matin. Mais il y a quelque chose qui me frappe, et je vous en remercie, parce que c'est une construction collective, c'est que c'est un secteur, on me l'avait dit quand je l'ai découvert un peu plus il y a maintenant 3 ans, quand j'ai pris mes fonctions de ministre des Transports, où l'on travaille bien ensemble. On travaille bien ensemble, mine de rien, entre modes de transport, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et on travaille bien ensemble entre élus, entre autorités de décision, autorités organisatrices, chère Valérie. Ça n'est pas toujours facile, et je crois, chère Valérie, que nous l'avons vécu, on peut le dire sans trahir de grands secrets, nous avons parfois eu des désaccords, privés ou publics, mais ce que j'en retiens surtout, et je pourrais multiplier les exemples, mais l'Île-de-France est évidemment un exemple tout en haut de nos priorités étatiques, c'est qu'on trouve toujours des chemins de convergence et de compromis. Je n'y voyais pas une métaphore ou un encouragement à ce que l'actualité politique nationale s'en inspire, mais je peux le dire assez librement. J'ai vu rarement, dans ma courte carrière politique à ce stade, de domaines, de secteurs où le sens des responsabilités, la capacité de travailler ensemble, à rebondir au-delà d'un désaccord et d'une difficulté était aussi grande. Et la profession de transport de voyageurs, celle que vous incarnez, que vous rassemblez encore ce matin, en est un exemple, et j'ai pu en témoigner, le vivre à de très nombreuses reprises. Vous avez, je crois, mis votre congrès sous le double signe de l'agilité et de l'utilité, je n'ai aucun doute là-dessus. L'agilité, c'est à chaque fois qu'il y a une difficulté, de la crise des carburants à l'organisation d'une rentrée scolaire sous tension, il y a toujours du répondant, une capacité à trouver des solutions pratiques et à travailler, encore une fois, ensemble. Ça fait du bien de voir aussi que, malgré, Philippe Tabarot l'a dit, et vécu, des soubresauts, des alternances, des changements, et vous l'avez subi, il y a des convictions qui sont stables, il y a des chantiers qui avancent. Et quand je regarde rapidement, je vous rassure, dans le rétroviseur, je vois des sujets sur lesquels il y avait des actions engagées par moi, quand j'étais en charge de ces responsabilités, par des prédécesseurs il y a longtemps, qui ont avancé. Les résorptions de pénurie, les simplifications, Philippe Tabarot en a dit un mot, même s'il y a encore sûrement beaucoup à faire pour organiser le transport scolaire dans de meilleures conditions. Pour aussi être à la hauteur de certains événements, de certains moments qui sont pour notre pays, pour Paris et la région Île-de-France en particulier, des vitrines. J'ai le souvenir de la mobilisation du secteur, on ne le dit peut-être pas assez dans les remerciements adressés aux uns et aux autres, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, pour organiser des transports, trouver des solutions pratiques. C'est aussi un exemple d'agilité et d'utilité qui a été remarquable. Je crois, chère Valérie, qu'on l'a vécu, vous comme moi. Et puis, c'est bien aussi de voir qu'il y a des convictions, des difficultés et parfois des défis qui restent malgré ces soubresauts et ces alternances. La question de la décarbonation, sur laquelle vous m'avez invité à dire quelques mots, en est une. Et je n'ai jamais eu de doute sur le fait que quand on était un transporteur de la route, quand on était un transporteur par bus, par car, on était totalement convaincu de la nécessité de décarboner. Et je n'ai jamais opposé la route à la décarbonation. Je n'ai jamais opposé certains segments ou secteurs ou professions à la stratégie de décarbonation. Et je sais à quel point, malgré encore aujourd'hui, je crois, quelques interrogations, j'ai le luxe de ne pas m'en occuper trop directement, sur des régimes fiscaux, des dispositifs ici ou là, cet engagement est tenu. Cet engagement, c'est vous qui l'incarnez par des changements pragmatiques et convaincus dans les modes de transport, l'éco-conduite, les carburants et des modernisations technologiques et industrielles. Alors je voudrais partager simplement quelques convictions sur ce point. On a évoqué dans le petit film, et je sais que ça a été un sujet, que c'est encore un sujet de préoccupation, le cadre réglementaire européen.
J'ai une conviction générale de pro-européen, pas naïf, mais convaincu, c'est que la question des normes, des règles, nous en avons besoin. Faire une décarbonation et une transformation à l'échelle d'un continent et d'un pays sans avoir des trajectoires et des règles, on n'y arrive pas. Et donc je crois qu'il faut non pas avoir un discours facile, un peu anti-norme, mais un discours pragmatique, et vous avez raison de le faire, pour dénoncer certains excès ou certains rythmes qui sont insoutenables. Je m'étais battu, et je sais que cela a continué, pour que justement on n'arrête pas les achats d'autocars ou de bus à certaines technologies de décarbonation avec des échéances 2030 dans le règlement européen qui étaient prématurées et qui changeaient des investissements par les collectivités locales, cher Louis, chère Valérie, et par les opérateurs eux-mêmes. Et Karima l'a porté aussi, j'avais discuté, je me souviens, avec à l'époque l'eurodéputé Yannick Jadot, comme quoi on est capable de trouver des compromis. Pour défendre cette cause, il faut le maintenir. La décarbonation, ça doit être raisonnable, ça doit être stable, ça doit être pensé, ça doit être concerté. Et donc je crois qu'il faut poser ce principe de stabilité, un principe de neutralité technologique. Aucune énergie ne doit être exclue a priori, et de manière générale, cette conviction commence un peu à porter ses fruits en Europe. Vous pouvez applaudir cette cause, je crois qu'elle continue, et je m'y engage par le principe, mais je sais qu'elle est encore portée par mes successeurs. Et puis, il n'y a pas de décarbonation sans stabilité, sans raison, mais aussi sans un accompagnement financier et technique. Cet accompagnement, au moment où l'on parle du budget, je sais qu'il y aura, je ne les mesure pas tous, certains efforts et certains changements. Je suis convaincu aussi que Philippe Tabarot fera en sorte de protéger le secteur. Mais il doit y avoir une continuité sur les investissements dans le cadre de France 2030 pour financer des innovations industrielles et de nouvelles motorisations dans les dispositifs de l'ADEME et, malgré un certain nombre d'efforts d'économie, sans doute indispensables, à travers aussi le Fonds vert. Je voulais vous dire qu'on parle beaucoup de notre budget français. Il ne faut pas oublier qu'il y a un budget qui a un avantage, c'est qu'il est plus stable, même s'il est un petit peu plus long à négocier et un peu plus collectif à discuter, c'est le budget européen. Et qu'il y aura, je le dis devant l'ancienne éminente députée européenne et présidente de commission, aussi, pas seulement la question des normes, mais la question de l'investissement à défendre au niveau européen dans les prochains mois. Je sais que vous êtes conscient de cet enjeu, ça apparaît parfois plus loin, ce qui se passe à Strasbourg, à Bruxelles, mais c'est un budget pour 7 ans. S'il y a des financements pour la décarbonation, pour le transport, il faut maintenant se mobiliser avec les parlementaires européens français de différents bords et de différents partis, avec notre commissaire européen, vice-président de la Commission, avec les ministres et autorités nationales qui vont négocier ce cadre. Je le dis simplement parce qu'on l'oublie un petit peu. Ça peut être pour les collectivités et à la fin pour les opérateurs et pour le secteur des millions, des dizaines ou des centaines de millions pour les infrastructures, pour la décarbonation, pour le soutien au secteur. Donc l'Europe, ça n'est pas seulement des normes, ce sont aussi des budgets d'investissement qu'il faut savoir identifier et saisir. Je voulais partager, pour ne pas être trop long, quelques convictions. Je regarde Louis Nègre qui va peut-être être impatient dans un instant parce que nous en avons parlé il y a quelques temps. Donc je n'ai pas trop varié, c'est la bonne nouvelle. Quand je suis venu devant le GART, j'ai partagé les mêmes convictions. Et pardon pour le comique de répétition, ou l'effet de répétition, ce matin, mais j'y crois beaucoup. Nous avons au commissariat à la stratégie au plan, non pas en charge la question des transports et des mobilités, mais celle du temps long. Alors ça peut paraître un peu décalé dans cette période, je pense que c'est d'autant plus urgent et nécessaire de s'y confronter. Et dans ces questions de temps long, il y a quelques zooms que nous essayons de faire sur la question de la décarbonation, bien sûr, mais des mobilités et des transports aussi, en articulation, bien sûr, avec ce qui est fait par le ministre et par les suites de la conférence, Ambition France Transport. Ma conviction, c'est sur les infrastructures d'abord. Alors, je parle devant les transporteurs, qui sont convaincus que la vie quotidienne du transport, la décarbonation, toutes les grandes transformations et les grands défis, ça passe par les usages. Ça passe par ce qu'on oublie un petit peu dans le discours public, qui est trop focalisé parfois sur la question des infrastructures. Mais je n'ai jamais là non plus opposé les uns ou les unes aux autres. Parce qu'un autocar sans bonne infrastructure, compliqué. Une infrastructure pour le plaisir d'avoir un ruban de bitume, ce n'est pas très utile. Et donc il faut qu'on arrive à penser cette complémentarité. Nous avons lancé, là aussi dans une optique très concrète de simplification, et j'ai confié cette mission au préfet Cadot, que beaucoup d'entre vous connaissent, dont on connaît toutes les qualités et la capacité à dénouer les sujets les plus compliqués, encore récemment les Jeux olympiques et paralympiques, de travailler sur des simplifications très concrètes en matière d'infrastructures,
en articulant cela avec le chantier de la décarbonation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis sûr qu'on n'est pas au point d'équilibre satisfaisant entre la complexité atroce des procédures pour construire une infrastructure, l'insécurité juridique dont on a vu la caricature avec le projet de la 69, quoi qu'on en pense, qui est insoutenable, ne pas savoir si un projet peut aller au bout ou pas, ne pas savoir chaque matin ses chances d'aller au bout ou pas, c'est totalement insatisfaisant et contre-productif pour un projet public. Et puis la décarbonation, parce que l'infrastructure n'est pas l'ennemi de la décarbonation n'est pas l'adversaire des infrastructures, on aura besoin d'infrastructures plus vertes et on aura besoin d'infrastructures pour réussir la décarbonation. Comment imaginer que le transport public se développe sans infrastructures de bonne qualité? Comment imaginer que le transport collectif, y compris par la route, massivement, continue à se développer et à proposer des alternatives à la voiture individuelle et donc à la source principale de carbonation, si je puis le dire ainsi, sans infrastructures sûres, de bonne qualité et rénovées ou entretenues. Et donc je suis convaincu qu'on doit porter ce discours favorable aux infrastructures avec des propositions très concrètes. Nous les ferons d'ici la fin de l'année, à disposition ensuite du gouvernement et du Parlement, de simplification de nos procédures et de renforcement de la sécurité juridique. À la fin, c'est au service des collectivités et des opérateurs ou des acteurs de la profession que vous êtes. Je suis convaincu aussi, et j'y réinsiste, qu'une fois qu'on a parlé d'infrastructure, j'espère, une fois qu'on a simplifié certaines procédures, on n'oublie pas justement que ce qui compte avant tout, ce sont les personnes, les conducteurs, les opérateurs, les passagers, les usagers de services publics ou participants du service public, qui empruntent chaque jour nos infrastructures et nos cars ou nos bus. Et donc penser l'intermodalité, penser l'investissement dans des grands projets, pas seulement d'infrastructures, mais aussi d'usage que sont les services express régionaux métropolitains. Ce sera aussi quelque chose sur lequel nous ferons des propositions, nous tracerons des ambitions, et je suis particulièrement attaché, vous le savez, à cette question des services express régionaux métropolitains. Et j'ai veillé avec plusieurs qui sont dans cette salle, avec un ancien député que je veux saluer aussi parce qu'il avait porté ce texte, Jean-Marc Zulesi, très engagé pour nos transports, à ce que, contrairement à une idée reçue, les services express régionaux métropolitains ne soient pas vus comme seulement des projets d'infrastructure, pas seulement comme des projets ferroviaires, il en faudra aussi, mais comme des projets de services qui sont ouverts à toutes les solutions de transport. Et chère Valérie, avec François Durovray, qui avait travaillé en ce sens pour toi et pour la collectivité plus largement, je crois qu'il viendra parmi vous cet après-midi, défendre les cars express, la noblesse de ce mode de transport, de vie quotidienne et de décarbonation, c'est une priorité dans le cadre du développement de ces services express régionaux métropolitains. Et là aussi, je veux le saluer parce que beaucoup y ont contribué et y ont cru, quand personne n'y croyait beaucoup. D'abord, on a changé de nom, ce n'est pas les RER métropolitains, parce que ce n'est pas que ferroviaire, ce sont maintenant les SERM. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus joli, mais au moins c'est beaucoup plus large. Et cette ambition a traversé les soubresauts ou les crises récentes. La loi a été votée, les différents ministres s'en sont emparés, les acteurs locaux s'en sont saisis, et beaucoup de métropoles et de régions ont fait des propositions chiffrées, ambitieuses, et dans les contrats de plan État-région, même si ce n'est jamais suffisant, il y a des moyens et des crédits pour réaliser des études et le premier développement de ces services express régionaux métropolitains. Des infrastructures simplifiées, des usages anoblis dans le discours public, c'est absolument nécessaire pour réussir cette stratégie de décarbonation. Je voulais simplement partager ces convictions, vous dire que nos travaux y étaient engagés aussi à travers le travail du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan. Et puis je voulais partager une dernière conviction, ambition, qui peut peut-être là aussi paraître excessive, mais rêvons un peu, dans la période que l'on vit. Il faut qu'on réfléchisse à 2050 et même à 2100 sur nos transports, sur les usages comme sur les infrastructures. Et donc je caresse l'idée, car il y a encore un peu de travail, au-delà de la mission cadeau que j'ai décrite et qui aboutira donc en fin d'année, qu'en tout début d'année prochaine, nous puissions lancer au plan, et c'est dans notre ADN, parce qu'il y avait aussi la question de l'aménagement du territoire, j'en parlerai dans quelques jours à la ministre Gatel, que nous puissions lancer une réflexion sur une forme de plan Fraissinet du XXIe siècle. De quoi a-t-on besoin en matière d'infrastructure et de changement d'usage? Qu'est-ce qui va servir dans nos métropoles, dans nos villes, dans des zones plus rurales et moins connectées, pour relier et décarboner en même temps? Et donc cette réflexion qui associera évidemment la question du transport routier, évidemment la question du transport de voyageurs, c'est la question de nos infrastructures et de nos usages en même temps. Les gares routières, je n'y reviens pas, en font partie, et je suis heureux là aussi, Philippe Tabarot n'en dit un mot, que ce chantier perdure, on l'avait lancé avec vous, Jean-Sébastien, avec Thierry Mallet, il y avait quelques mois de cela,
que l'on se pose cette question d'une France des transports et des mobilités pour 2050 et 2100, car il y a une conviction qui doit totalement nous rassembler, c'est que cette décarbonation, nous ne l'éviterons pas, mais si elle aboutit à bouger moins, à se déplacer moins, à relier moins les uns et les autres, nos activités économiques, nos villes, les personnes, nous aurons perdu. Nous aurons gagné quand nous serons capables d'avoir le même discours sur les usages, les infrastructures, la décarbonation et les mobilités. Et je suis convaincu qu'il n'y a pas d'opposition entre ces notions, simplement des points à relier, et je vois beaucoup d'entre vous qui êtes engagés, donc je suis optimiste pour les mois, les années et les décennies qui viennent. Ce n'est pas commun aujourd'hui qu'on parle en décennies, mais je crois que vous savez le faire et nous devons être à la hauteur de cet engagement. Merci beaucoup.